BFM Business, Good Morning Business, l'interview. À 8h20, mon invité, c'est Jean Pisani-Ferry, économiste, professeur à Sciences Po, l'un des concepteurs du programme économique d'Emmanuel Macron il y a quelques années. On verra si vous êtes de nouveau dans la bataille cette fois-ci. Non. La réponse est non. La réponse est non. Au moins c'est clair. Pourquoi? Parce que vous êtes déçu? Non, parce que j'ai fait ça une fois. Je suis pas... Forcément, je n'ai pas à faire à chaque fois une campagne, je fais autre chose. En tout cas, on a plein de choses à vous demander. D'abord, la transition écologique. L'Agence internationale de l'énergie a dit la semaine dernière que ça n'allait pas assez vite, qu'on allait dans le mur, que les investissements dans les énergies renouvelables n'étaient pas suffisants. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai, enfin c'est eux qui comptent, hein, c'est eux qui savent. Mais dans le monde, parce qu'il faut raisonner au niveau mondial, effectivement, la transition écologique a démarré en ce que les gens n'investissent plus dans le pétrole, plus beaucoup dans le charbon, etc. Ils investissent trop, hein, mais ces investissements sont diminués. Ça, c'est vrai qu'il faut le redire. Hein, les entreprises n'investissent quasiment plus dans les hydrocarbures parce que d'abord, elles n'ont pas d'investisseurs qui les soutiennent. Si elles font ça, elles sont sanctionnées par les marchés. Mais si vous regardez la rentabilité boursière des investissements verts et des investissements bruns, c'est spectaculaire. C'est 3 fois plus élevé dans les investissements verts en valorisation boursière. Donc c'est plus intéressant d'investir dans le renouvelable que dans les hydrocarbures. C'est-à-dire qu'on parie là-dessus. Mais pour que le pari se réalise, il faut quand même qu'ensuite, à l'arrivée, il y ait de la rentabilité. Et ça, aujourd'hui, les investisseurs sont incertains parce que les intentions sont là, mais les réglementations ne sont pas là, mais le prix du carbone n'est pas là. Tout ce qui fait effectivement qu'on peut, de manière forte, et pas simplement en testant, en déclarant, etc., mais de manière forte, investir dans la transition écologique n'est pas là au niveau mondial. Et donc le risque, c'est qu'on investit plus dans le brun et pas assez dans le vert. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On voit que les prix, effectivement, de l'énergie qui flambent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les capacités en énergie renouvelable et que ça fait 5 ou 10 ans qu'on n'investit plus dans les hydrocarbures et que donc le prix du pétrole, du gaz augmente. C'est une des raisons. Je ne pense pas que ce soit la seule, hein, mais clairement, c'est une des raisons. Et celle-là, elle est structurelle, contrairement à d'autres. Ce n'est pas un effet conjoncturel de sortie de la pandémie ou les manœuvres russes sur le gaz. C'est structurellement, la question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour gérer cette transition? Il faut accélérer beaucoup plus les investissements dans les technologies renouvelables. Mais est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Parce qu'on a sur ce plateau des spécialistes, par exemple du pétrole ou du gaz, qui nous disaient la semaine dernière, c'est trop tard. Maintenant, il faudrait réinvestir dans le pétrole parce qu'on en a besoin. Sauf qu'il faut 5 ans entre le moment où on décide d'un investissement et le moment où le pétrole sort des champs de pétrole. Et donc, on va vers une flambée des cours du pétrole à 1, 2, 3, 4 ans. Ce que nous dit cette crise, c'est que la transition va être heurtée. Il va y avoir des à-coups sur le prix du pétrole et des énergies. Alors il faut relativiser la hausse du prix du pétrole. Quand même, on était tombé très très bas pendant la pandémie. On était tombé à $20. On est remonté à 85. Avant la pandémie, on était à 60. Donc entre 60 et 85, c'est quand même pas un choc pétrolier. Hein. On a connu des doublements du prix du pétrole dans le passé. C'est pas ça. Même en 2000, on a connu un doublement du prix du pétrole. Mais comment rendre acceptable cette transition par les populations et aussi pour les industriels qui vont devoir faire des investissements colossaux? Je pense qu'il faut... l'idée qu'on va tout faire par le prix du carbone est une illusion. Hein, c'est une illusion d'économiste. Je pense que le prix du carbone est important, indispensable dans certains domaines. Il y a d'autres domaines dans lesquels on peut donner de la clarté par des normes, on peut donner de la clarté par des investissements. Je pense que dans beaucoup de pays du monde, c'est ça qui est en jeu. Alors, les États-Unis, pour prendre un exemple, Biden a annoncé des intentions, mais on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. On sait qu'il n'y aura pas de prix du carbone, et on sait que les investissements, ça dépend de l'accord au Congrès, etc. Donc tout ça a besoin de se clarifier. Bon, donc vous êtes plutôt inquiet sur les années à venir pour l'économie mondiale et pour la transition? Alors l'inquiétude première, c'est qu'on n'en fasse pas assez sur la transition écologique, bien sûr. Hein. Ensuite, oui, on avait conçu ça, si vous voulez, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est qu'on avait conçu la transition écologique comme un phénomène de très long terme. Donc, comme si on pensait sur 20 ans ou sur 30 ans. Et maintenant, c'est en train d'arriver maintenant. C'est en train de perturber de
tas de manières notre économie aujourd'hui. C'est déterminant pour ce qui se passe dans l'économie aujourd'hui. Alors ça sera évidemment un point central de la campagne politique, notamment en France. On voit que les États, pour l'instant, le quoi qu'il en coûte, il continue. Hein. Quand on voit le budget 2022, quand on voit les dépenses d'investissement, vous parlez des États-Unis, de la France, quand on voit les déficits, ça continue. Or, on est dans une communauté qui s'appelle l'Europe, dans laquelle il y a des règles qui n'ont pas été respectées depuis 2 ans, pour des bonnes raisons. Hein, les règles... On les a suspendues. On les a suspendues. Et on les suspend encore en 2022. Oui, mais après, parce qu'on voit que les Allemands sont en train de chercher une coalition, que le SPD, que les Verts et les libéraux ont trouvé un accord dans lequel il est redit que le pacte de stabilité, il ne faut pas y toucher. Ils disent le pacte de stabilité a ses flexibilités et ils disent notre accord, on va le trouver dans le cadre des règles budgétaires allemandes. Bah ouais. Voilà. Ça veut dire oui, que... C'est un signal, ça vient des libéraux qui sont très attachés à ça, qui ont repris le flambeau conservateur, ce tabou en Allemagne, mais ça va marquer le débat européen. Là, on va avoir la Commission qui va lancer ses consultations demain sur la réforme du pacte de stabilité. Il y a beaucoup de gens qui sont exprimés en disant il faut revoir le pacte de stabilité, y compris l'architecte allemand du pacte de stabilité, Klaus Regling, qui est maintenant le président du mécanisme européen de stabilité, qui a dit lorsque les règles sont devenues non crédible, obsolète, s'y attacher n'est pas crédible. Lui, il plaide pour augmenter le seuil de 60%. Donc, il va y avoir tout un débat. Le texte allemand est net, mais il n'est pas précis. Ensuite, il faut voir quelles seront les marges de négociation. Et je pense que la Commission va vouloir engager les choses de manière assez ouverte. En tout cas, c'est ce que dit le commissaire Gentiloni. Bah oui, et la France aussi, parce que c'est le paradoxe. On vient de dire qu'il faudrait sans doute l'action de l'État pour encourager la transition écologique. Il faudra des investissements, qu'il faut aller plus vite. Et d'ailleurs, la France aimerait bien que ces investissements-là soient sortis du champ des règles budgétaires européennes. Et de l'autre côté, on voit une Allemagne qui, y compris au sein d'une coalition de gauche ou de centre-gauche, réaffirme les règles budgétaires. Alors, elle réaffirme les règles budgétaires. Il y a aussi des flexibilités dans le système allemand. Ouais. Hein. C'est-à-dire que autant du budgétaire pur, on ne peut pas faire, mais du financement d'investissement, il y a des marges qui existent à l'intérieur des règles budgétaires allemandes. Donc moi, je ne dirais pas que les choses sont complètement fermées. Alors, autre sujet qui vous concerne encore plus directement, parce que c'est le fruit des décisions de politique économique qui ont été prises au début du quinquennat, le ruissellement, qui ne ruisselle pas autant que prévu. C'était notamment une analyse du Conseil d'analyse économique la semaine dernière, avec en tout cas la difficulté de savoir si vraiment et la flat tax et les avantages fiscaux qui ont été accordés ont permis de redistribuer cet argent dans l'économie française, notamment dans les investissements, dans le rachat des entreprises, dans la succession des patrons de PME. Vous êtes d'accord sur ce constat? Ça n'a pas aussi bien fonctionné que vous l'avez espéré? Alors, d'abord, il faut rendre hommage, c'est mon ancienne maison qui a fait ça, c'est France Stratégie. C'est un travail d'évaluation fait sur la base de travaux scientifiques avec des équipes indépendantes. Donc, on a des éléments maintenant précis, pas complets parce que c'est le délai est malgré tout court par rapport à ce genre de choses, mais on a des éléments précis. Bon, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que sur la fiscalité, le PFU, la fiscalité sur les revenus du capital, on apprend qu'en fait, la réforme n'a pas coûté, parce qu'il y a eu plus de dividendes, elles ont été moins taxées, mais plus de dividendes, donc au total... On parle de flat tax, hein, notamment là. La flat tax, c'est ça, le PFU, c'est la flat tax. Donc au total, les finances publiques n'ont pas perdu. On apprend que sur l'ISF, on sait ce que ça a coûté, et on apprend que l'ISF n'a pas produit, la baisse de la transformation de l'ISF n'a pas produit d'effet économique mesurable. C'est clair, c'est pas vraiment une surprise, parce que en matière de comparaison internationale, en fait, on sait que ce genre de mesures, en fait, on a eu des précédents et ça n'a pas produit non plus d'effet. Il fallait pas le faire, du coup, la suppression de l'ISF. Moi, je n'ai pas de regret sur l'ISF, parce que ce qu'on apprend aussi, c'est que l'ISF était un impôt sur lequel les 400 foyers fiscaux les plus riches payaient 0,1%. Et ceux d'avant payaient 0,5%. Donc c'était un impôt très régressif, à cause de ce qu'on appelait l'outil de travail, des biens professionnels. Biens professionnels très concentrés et une fiscalité qui ne touche pas les biens professionnels. Donc je pense qu'on peut et on doit avoir un débat sur la fiscalité de la richesse de manière générale, mais il ne faut pas regretter l'ISF. Merci Jean Pisani-Ferry.